Commençons par ceci. L'accord que Trump a conclu est un accord majeur entre les États-Unis et l'Australie à propos des terres rares. Mais nous l'avons déjà dit plusieurs fois, les terres rares ne sont pas vraiment si rares. Ce qui est rare, c'est le raffinage, n'est-ce pas? Cela ne résout toujours pas ce problème, mais il donne l'impression que tout est réglé. Il bluffe, non? Il bluffe complètement. Je me demande parfois si Trump comprend vraiment cela. J'ai de plus en plus l'impression d'ailleurs que Trump oublie souvent ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui explique et qu'il revient simplement aux idées qu'il a déjà. Mais tu as tout à fait raison. L'Australie n'est pas en mesure de raffiner les terres rares. L'Amérique non plus n'est pas en mesure de raffiner les terres rares. On peut trouver des terres rares sur le territoire américain lui-même. Et on peut en trouver au Canada et dans toutes sortes d'endroits. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas la question. Et je lisais, tu te souviens de ce commentateur français, Arnold Bertrand. Il a écrit un article très intéressant sur la manière dont une substance particulière, qui est, je crois, classée parmi les terres rares, est obtenue. Je veux dire, il ne décrit pas tout le processus, mais il en explique une partie. Et il souligne que pour atteindre des niveaux de production équivalents, non seulement à ce que la Chine produit, mais aussi à ce que les États-Unis consomment de ce minéral particulier, qui est un sous-produit de ce processus, les États-Unis devraient au minimum doubler la taille de leur industrie de l'aluminium, produisant bien plus d'aluminium qu'ils ne pourraient en absorber. Et cela, comme il le note, ne concerne qu'un seul minéral parmi tant d'autres. Donc, en réalité, cela ne commence même pas à résoudre le problème. Et encore une fois, c'est du théâtre, de la mise en scène. C'est dire au peuple américain, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Eh bien, manifestement, ce n'est pas le cas. Et au final, cela revient encore à tromper le peuple américain sur la réalité de sa situation. Et il a dit que dans un an, il y aura tellement de terres rares que nous ne saurons pas quoi en faire. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que dans un an, il y aura beaucoup de terres rares dont ils ne sauront pas quoi faire. C'est tout à fait vrai. C'est exactement ce qui va se passer. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il passe d'une chose à l'autre. Je veux dire, nous irons probablement au sommet de Budapest et au chaos qui y régnera. Et c'est symptomatique de la façon dont il gère tout maintenant. Oui. Le problème avec lui, c'est qu'on ne peut pas le prendre trop au sérieux, quoi qu'il fasse ou dise. En même temps, il est le président des États-Unis, donc il faut prêter attention à ce qu'il fait et à ce qu'il dit. Mais il change tout le temps, n'est-ce pas? Il a d'abord dit « Oh, des droits de douane de 100% à partir du 1er novembre ». Puis il a dit « Tout ira bien, nous voulons aider la Chine ». Ensuite, Vance est intervenu en disant « Oh, nous avons beaucoup de cartes à jouer ». Cela semblait très ferme. Et puis, il a dit « Oh, nous allons conclure un accord fantastique ». Il prévoit de se rendre en Chine, il a reçu une invitation pour le début de l'année prochaine, il y aura un accord fantastique. Et maintenant, ce n'est plus clair. Je crois que la dernière nouvelle, c'est que la rencontre entre lui et Xi Jinping pourrait ne pas avoir lieu lors de l'APEC. Donc il ne sait pas quoi faire, n'est-ce pas? C'est bien ce qui se passe. C'est tout à fait exact. Peut-être parce que c'est celui auquel j'ai participé. Laissez-moi simplement évoquer rapidement le sommet de Budapest et tout ce qui s'y rattache, car je pense que cela reflète de très près ce que vous avez décrit. En gros, ce qui s'est passé, du moins d'après ce que j'en comprends, c'est ceci. Trump et Poutine se sont rencontrés en Alaska en août dernier. Poutine pensait être parvenu à un accord avec Trump sur plusieurs points. L'un de ces points était que Poutine avait dit « Écoutez,
pour faire avancer les choses en Ukraine, pour aller vers un règlement du conflit en Ukraine, nous sommes prêts à envisager ceci. Si les Ukrainiens se retirent du Donbass, nous examinerons votre proposition de cessez-le-feu dans ces deux autres régions, Zaporizhia et Kherson, où nous progressons également. Alors, que répondez-vous à cela? Et Trump a dit, écoutez, j'ai entendu cela. Je vais partir, je vais consulter des gens à Washington, je vais consulter nos alliés et je reviendrai vers vous. Puis les semaines passent, il ne revient pas. D'autres semaines passent, il ne revient toujours pas. Les Russes deviennent de plus en plus en colère et frustrés à ce sujet. Ensuite, ils commencent à entendre qu'il va fournir, ou plutôt déployer, des missiles Tomahawk en Ukraine. Poutine, qui subit une certaine pression en Russie, finit par l'appeler et lui dit « C'est absolument inacceptable. Si vous déployez ces missiles en Ukraine, alors c'est fini. Nous ne parlerons plus avec vous. » Et d'ailleurs, quelle est ta réponse à ce dont nous avons parlé en Alaska? Alors Trump dit, eh bien parlons-en lors d'une autre réunion à Budapest. Il reporte donc la discussion à une autre réunion à Budapest. Puis, le lendemain, il rencontre Zelensky. Il essaie d'amener Zelensky à dire qu'il fera ce que Trump et Poutine ont discuté en Alaska. Zelensky, comme on pouvait s'y attendre, refuse. Alors que fait Trump? Il annule tout le sommet, car il ne veut pas donner à Poutine. Il ne peut pas donner à Poutine la réponse positive que vraisemblablement il pense que Poutine attend. C'est, soit dit en passant, Trump qui a proposé la tenue du sommet. Quiconque affirme le contraire se trompe à ce sujet. Poutine n'a pas téléphoné à Trump pour lui demander un sommet. Poutine a téléphoné à Trump pour lui demander une réponse aux propositions qui avaient été formulées en Alaska et aussi pour clarifier la position concernant les Tomahawks. Mais c'est exactement comme tu l'as décrit. Il dit une chose un jour, puis quelque chose de complètement différent le lendemain. Il est incapable de s'en tenir à un plan ou à une proposition. Il critique toujours les autres. Il dit sans cesse des choses incroyablement grossières sur les gens afin d'essayer de dissimuler sa propre indécision et instabilité. Et bien sûr, au final, cela aggrave les choses. Je ne sais pas combien de temps ça peut encore durer. Je pense que nous approchons probablement de ce point. Certainement, je pense que c'est le cas avec les Chinois et probablement aussi avec les Russes quand ils vont dire « assez ». Nous avons des choses plus importantes à faire. S'il le souhaite, qu'il aille de l'avant et impose ses tarifs. Nous trouverons un moyen de contourner cela, mais qu'il ne s'attende pas ensuite à obtenir nos terres rares, qu'il voudra simplement utiliser pour fabriquer davantage d'armes contre nous. Et je pense qu'avec les Russes, ils sont probablement un peu plus en retrait, car Poutine a passé plus de temps à essayer de régler quelque chose avec Trump. Mais tôt ou tard, ils en arriveront à la même conclusion. Cela ne peut pas continuer ainsi. On ne peut pas faire traîner la Chine indéfiniment. C'est ridicule. Je veux dire, c'est absurde. Mais c'est bien ce qu'il a effectivement fait. Et comme tu l'as dit, il rejette la faute sur les autres. Donc il y a des rumeurs, probablement avec une part de vérité selon lesquelles il est très en colère contre Lutnick. Il a tout mis sur le dos de Lutnick. Peut-être que Lutnick ne faisait que lui apporter de bonnes nouvelles, mais c'est lui le décideur. C'est le président. Il doit consulter plus de monde que seulement Lutnick. Non? Il devrait prendre ses décisions, toute décision concernant la Chine, après avoir consulté plus de personnes qu'une seule. Et c'est lui qui a le dernier mot. Mais apparemment, il a blâmé Lutnick. Or, nous n'avons pas vu Lutnick depuis quelques jours, peut-être parce qu'il a peur de dire quelque chose de travers ou autre, mais ce n'est pas seulement un problème de Lutnick. Et je ne vois pas comment... Mais il rejettera la faute sur les autres, n'est-ce pas? Yes, exactly. That's what he always does. And now it is inconceivable
C'est ce qu'il fait toujours. Et maintenant, il est inconcevable que Xi Jinping se retrouve un jour dans une telle situation. Il est impossible d'imaginer que Xi Jinping se repose sur un seul responsable. Je veux dire, je ne connais pas Xi Jinping évidemment, mais je le suis. Je lis ce qu'il dit et je peux vous dire ce qu'il fait. Xi Jinping travaille 15 heures par jour. Il lit chaque document et chaque dossier préparé pour lui sur un sujet précis. Il doit évidemment discuter des questions avec les membres du comité permanent du Politburo, probablement aussi avec le Politburo élargi, ainsi qu'avec divers responsables et ministres. Il connaît chaque aspect de chaque problème. Il a tous les faits à portée de main. Il est donc impossible de lui mentir, car si un responsable vient raconter une histoire, Xi Jinping peut dire « Regardez, j'ai tout cela, je sais tout ça, je connais tout cela, vous ne pouvez pas me dire ça, cela n'a aucun sens ». C'est ce que fait le dirigeant d'un grand pays. Trump ne fait pas cela, il ne lit rien. Je l'ai entendu de la part de personnes d'ailleurs qu'ils connaissent, il ne lit jamais rien. Il ne pose pas de questions, il reste simplement assis là. Les gens viennent, il passe d'un sujet à l'autre, il écoute ce qu'on lui dit, il entend ce qu'il veut entendre. On lui dit toujours ce qu'il veut entendre, parce que personne ne veut se mettre à dos. Le résultat, c'est le chaos. On ne peut pas diriger un pays de cette manière, du moins pas un pays comme les États-Unis. Et pour Poutine, même si, disons, Trump disait « Oh, nous n'allons pas lui donner de missiles Tomahawk », il pourrait changer d'avis demain. Il pourrait dire « Finalement, si nous le ferons ». Et ce n'est pas seulement lui. Je pense qu'un dirigeant est très important parce qu'il donne l'exemple aux personnes sous son autorité, n'est-ce pas? Donc Besan maintenant rejette aussi toute la faute sur ce responsable chinois, Li Changgang, n'est-ce pas? Il semble très en colère contre Li Changgang. Il a dit que Li était venu à Washington D.C. sans y être invité. Que veut-il dire sans y être invité? S'il est venu de lui-même sans invitation, tu n'as pas à le rencontrer. Mais clairement, ils se sont rencontrés, d'accord? Et puis il a dit, enfin, ils obtiennent un visa, bon sang. Comment aurait-il pu venir autrement? C'est ridicule. Je veux dire ça, j'espérais que tu poserais la question. Tout cela est encore une fois puéril. C'est infantile. Tu rencontres cet homme et tu dis, nous ne sommes pas d'accord. Voilà la position. Mais inventer une histoire aussi stupide, c'est de la cour de récréation. C'est tout simplement ridicule. Et voilà encore la politique étrangère d'une grande nation menée de cette façon. C'est absurde. Et bien sûr, c'est toujours la faute des autres. Personne. Nous ne sommes jamais responsables. Nous ne faisons jamais rien de mal. Nous sommes toujours parfaits. Tout va toujours bien. C'est terrible ce que font les Chinois. Nous ne faisons jamais rien de semblable à ce que font les Chinois. Enfin bref, plus jamais. Qu'est-ce qu'il disait là? Il a également déclaré que Li Changgang était très menaçant. Il a affirmé que la Chine sèmerait le chaos dans le système mondial si les États-Unis allaient de l'avant avec les frais d'amarrage pour les navires chinois. Eh bien, cela contredit ce qu'ils ont dit plus tard, car s'il a dit cela en août, il ne fallait pas être surpris lorsque la Chine a introduit les contrôles sur les minéraux de terres rares, n'est-ce pas? Vous auriez dû savoir que la Chine allait réagir. Donc, il se contredit car plus tard ils ont dit « Oh, cela sort de nulle part ». Pourquoi ont-ils fait cela? Eh bien, vous auriez dû le savoir dès le mois d'août. Je suis absolument certain que les Chinois ont réagi très fermement à propos des frais d'amarrage, ce qui est scandaleux, absolument scandaleux. C'est une attaque contre l'industrie chinoise de la construction navale maritime, avec laquelle, bien sûr, les États-Unis sont incapables de rivaliser. Et c'est encore une fois un geste puéril et capricieux. Je suis sûr que les Chinois, comme ils le font, très poliment mais avec une grande fermeté, auraient dit que c'est totalement inacceptable.
Mais ce que les Américains appellent de l'agressivité, c'est quand on leur répond. Quand les Américains sont agressifs, ce qu'ils sont souvent, et ils peuvent l'être énormément d'ailleurs, je l'ai moi-même constaté. J'ai dû négocier avec des Américains et je sais à quel point ils peuvent être agressifs et le langage incroyablement grossier qu'ils peuvent parfois employer. Bien sûr, ils n'appellent pas ça être agressif, ils appellent ça être ferme. Voilà toute la différence. Et puis, le Wall Street Journal a publié un article que de nombreux autres médias ont repris, affirmant que la Chine jouait dur parce que Xi Jinping avait calculé que le marché boursier ou le système financier américain s'effondrerait si Trump continuait à gérer les choses de cette manière, en imposant davantage de droits de douane sur les produits chinois, entre autres. C'est une grave méprise sur la façon dont les décisions sont prises en Chine. La Chine, qu'il s'agisse de Xi Jinping ou du gouvernement, ne baserait jamais ses décisions sur ce qui se passe aux États-Unis. Tu ne crois pas? Eh bien, absolument. Tout d'abord, le problème fondamental avec tous les articles de ce genre, c'est qu'ils essayent de lire dans les pensées de Xi Jinping. Je ne fais jamais cela. Dire que Xi Jinping compte sur quelque chose de ce type, tu n'en sais rien. Tu supposes. Soyons clairs, c'est de la pure spéculation, rien d'autre qu'une supposition. Est-ce plausible? Bien sûr que non. Absolument pas. Pourquoi Xi Jinping baserait-il toute la politique de la Chine sur les fluctuations du marché boursier américain? Si vous suivez Xi Jinping, si vous voyez à quel point il est une personne prudente, si vous voyez à quel point le gouvernement chinois dans son ensemble est attentif et méthodique, car Xi Jinping n'est qu'une personne au sein d'un immense appareil d'État, vous sauriez qu'il ne ferait jamais cela. Jamais il ne prendrait un tel risque sur quelque chose sur lequel ils n'ont aucun contrôle ultime. L'idée est absurde. Encore une fois, pourquoi ne pas faire quelque chose de beaucoup plus simple? Au lieu d'essayer de deviner ce que veut Xi Jinping, pourquoi ne pas regarder ce que la Chine dit réellement? Ils ont fourni des explications complètes pour tout ce qu'ils font. Ouais, eh bien, mais c'est comme ça qu'ils pensent. Et tu te souviens quand ils ont exclu les Russes de SWIFT? Je ne pense pas qu'ils aient réfléchi à tout ça. Ils ont simplement supposé que l'économie russe s'effondrerait. Ils ont juste supposé ça, non? Absolument. Et ensuite, ils ne savaient plus quoi faire lorsque l'économie russe ne s'est pas effondrée. Ils se sont donc retrouvés bloqués, sans savoir quoi faire. Ils savent quoi faire. Ils accusent la Chine. C'est ce qu'ils font toujours. Première étape, sérieusement, tu as tout à fait raison. Mais oui, je veux dire, tu vois bien comment, depuis, mois après mois, le fait que l'économie russe ne se soit pas effondrée est d'une manière ou d'une autre considéré comme la faute de la Chine. Et aussi, en attendant, je pense que Trump lui-même devient probablement de plus en plus nerveux à mesure que nous approchons, je crois, du début du mois de novembre, lorsque la Cour suprême rendra une décision sur toute cette affaire terrible. En réalité, il a lentement, je pense, progressivement reculé un peu, car après le 2 avril, lorsqu'il a proclamé cette indépendance économique, il a publié 2 décrets supplémentaires qui accordaient essentiellement des exemptions à davantage d'entreprises et de produits. Donc je pense que même lui a progressivement compris que ce n'était pas une politique durable, n'est-ce pas? Non, absolument. Je pense que vous avez en effet mis le doigt sur l'un des points les plus importants dont on ne parle pas assez, à savoir que, du point de vue de Donald Trump, il fait face à toute une série de bombes à retardement. Il s'est piégé lui-même en fixant cette échéance avec la Chine, qui est le 1er novembre. Et maintenant, il doit décider de ce qu'il va faire. D'ailleurs, il a récemment déclaré qu'il n'allait pas imposer de droits de douane de 500% à la Chine parce que celle-ci
achète du pétrole russe. Et il dit qu'il fait cela parce qu'il veut être gentil avec la Chine. C'est ce genre de choses. Mais il doit trouver un moyen de contourner cela. Car comme nous l'avons vu au printemps et au début de l'été, les États-Unis ne peuvent pas supporter une guerre économique avec la Chine. Il doit donc trouver un moyen de contourner cela. Il va probablement perdre la décision de la Cour suprême. Ce n'est pas absolument certain, mais il a sérieusement affaibli sa propre position en utilisant les droits de douane, non pas comme des mesures fiscales ou économiques, mais comme des sanctions, essentiellement des sanctions contre des pays, ce qu'il ne devrait vraiment pas faire. Ce n'est pas une utilisation appropriée des droits de douane. Il a donc sapé sa propre cause. Et je pense que de toute façon, sa position était déjà faible. À mon avis, si l'on regarde la Constitution américaine, ses dispositions sont absolument claires. Je pense que ce qu'il fait va bien au-delà de cela. Et enfin, mais surtout, en réalité, c'est le plus important. Malgré tout le tapage et les fanfaronnades à propos de ce que nous avons accompli avec l'Australie et tout le reste, il doit être inquiet qu'en novembre, la Chine commence à imposer des restrictions sur les exportations de terres rares. Donc tout cela pèse maintenant sur lui. On voit bien qu'il devient de plus en plus nerveux, de plus en plus stressé, et qu'il prend des décisions de plus en plus étranges, y compris celles que je viens de mentionner à propos du sommet de Budapest. Parce que c'est ce que font les gens quand ils sont sous pression et ne savent pas vraiment quoi faire. Ils deviennent de plus en plus imprévisibles et déséquilibrés, et ils ne prennent pas le recul nécessaire ni le temps de réfléchir. Mais cela va continuer. Je veux dire, il va, oui, parce que les gens autour de lui ne semblent pas non plus avoir la moindre idée de ce qu'il faut faire. Non. Eh bien, ce qui va probablement se passer, parce que c'est ainsi que Trump fonctionne, c'est qu'il trouvera un moyen de contourner au moins une partie de ses problèmes, mais il le fera d'une manière qui lui en causera d'autres un peu plus tard. Je veux dire, c'est ce qu'il fait. Donc, vous savez, il reportera ses tarifs contre la Chine de 100 jours supplémentaires pour se donner plus de temps. Mais à chaque manœuvre qu'il entreprend, il réduit finalement sa propre marge de manœuvre future. Et bien sûr, il dissipe le peu de bonne volonté qui reste, ce qui à ce stade n'est plus grand-chose à mon avis. Je pense que tout le problème, c'est que les États-Unis ont perdu leur crédibilité. Tu vois, Besson a récemment dit « Oh, on peut prolonger ça ». Ils avaient marqué une pause, ils avaient convenu d'une sorte de cessez-le-feu, non? Et c'était censé durer jusqu'au 10 novembre. Mais pendant ce temps, ils n'ont jamais cessé de sanctionner les entreprises chinoises, d'ajouter des droits d'importation et tout ce genre de choses. C'est là que la Chine a dit « On va faire le coup des terres rares ». D'accord? Et ensuite, Besson a dit « Oh, on va prolonger de 3 mois supplémentaires ». Mais vous n'êtes pas censé faire quoi que ce soit avant le 10 novembre. Et maintenant, vous dites que vous avez prolongé de 3 mois. Pourquoi quelqu'un vous ferait-il confiance? Pourquoi quelqu'un vous croirait-il? D'ailleurs, ce sont toutes des décisions unilatérales. Elles n'ont pas été convenues avec Pékin. Je veux dire, l'autre question, c'est où étaient les négociations? Peut-être que je me trompe, mais je pensais que la raison pour laquelle nous avions cette pause et cette prolongation négociée et convenue en septembre, était de donner du temps à de véritables négociations pour qu'un accord commercial à long terme entre la Chine et les États-Unis puisse commencer. Et si ces négociations avaient débuté, et si nous n'avions pas eu toutes les petites manœuvres que nous avons vues ces dernières semaines, alors il aurait été logique que les deux parties conviennent mutuellement d'accorder des prolongations successives jusqu'à la conclusion des négociations.
Mais nous n'avons rien vu de tel. Je veux dire, il n'y a eu aucune tentative sérieuse de constituer une équipe de négociation. Aucune tentative de consulter plus largement aux États-Unis pour savoir ce que les acteurs de l'industrie et des affaires pourraient rechercher. Il n'y a eu rien de tel, parce que ce n'est pas ainsi que cette administration fonctionne. Ils improvisent au fur et à mesure. Et comme vous le dites tout à fait justement, ils n'ont pas de plan, et ils se retrouvent face à un gouvernement qui planifie tout avec minutie. C'est tellement déséquilibré que c'en est presque comique. Je pense que Besson a dit qu'il allait rencontrer Heli Feng en Malaisie, peut-être le mois prochain ou la semaine prochaine, mais de toute façon, je pense que ce que la Russie et la Chine savent désormais assez bien, c'est qu'on ne peut pas vraiment traiter avec un gouvernement comme celui-ci. Donc, d'accord, si vous voulez parler, je parlerai. Mais ils vont pas tomber d'accord sur grand-chose. Vous allez simplement à cette réunion et vous répétez ce que vous avez déjà dit aux États-Unis à de nombreuses reprises. Voici ma ligne rouge, voici mes conditions pour vous. Que pouvez-vous faire? Mais les États-Unis ne feront pas de promesses. Ou bien ils feront des promesses qu'ils ne pourront pas tenir. Je pense que c'est ce qui va continuer à se passer. Il y aura des discussions continues, mais je doute que quelque chose de concret en ressorte. Exactement, exactement. Je pense que vous avez parfaitement résumé la situation. Et je pense qu'à un moment donné, Xi Jinping et Poutine vont probablement en venir à dire que rencontrer Trump est tout simplement une perte de temps. Cela ne sert à rien. Je veux dire, il vient, il dit des choses, il donne l'impression d'écouter, mais apparemment ce n'est pas le cas. Tout entre par une oreille et ressort par l'autre. Donc cela n'a vraiment aucun sens. C'est un vieil homme confus et pressé. Et ce qu'il accepte un jour, il le contredit le lendemain. Il n'y a aucune organisation, aucune structure solide derrière lui. Et les personnes qui composent son équipe sont des gamins, je veux dire des adolescents adultes. Oui. Et de temps en temps, il faisait une crise. Je pense que ce que Besson a dit à propos du responsable chinois, c'est presque comme s'il faisait une crise. Il fait une crise. C'est exactement, précisément ce qu'il fait. Tout comme Trump. Je veux dire, tu sais, quand la Chine a fait son annonce à propos des terres rares, ce qui, comme tu l'as justement dit, n'aurait pas dû surprendre quiconque savait ce que les États-Unis faisaient. Qu'est-ce qu'il fait immédiatement? Il fait une crise. Il dit des choses incroyablement grossières, même si, pour le rappeler, le renforcement des contrôles à l'exportation est quelque chose que les États-Unis font depuis aussi longtemps que quiconque s'en souvienne. Quelqu'un m'a d'ailleurs fait remarquer récemment que les Américains avaient officiellement commencé à le faire en 1959. Le Canada a appris des États-Unis. Oui, il a été très impoli lors de cette réunion avec Zelensky. N'était-il pas censé jeter les cartes que Zelensky avait apportées et même utiliser des gros mots? Oui, des grossièretés. Et encore une fois, ce n'est pas difficile à comprendre, car Poutine lui dit la veille « Quelle est votre réponse aux choses que nous vous avons soumises en Alaska? Nous avons attendu tous ces mois sans recevoir votre réponse. » Il entre donc dans cette réunion avec Zelensky, avec ce reproche de Poutine qui résonne dans sa tête. Et il se défoule sur Zelensky parce qu'il veut que Zelensky le sorte du pétrin avec Poutine. En gros, c'est à cela que ça revient. Alors, il pique des colères, jure et profère des insultes, jette les papiers partout, et au final, encore une fois, cela ne résout rien. Zelensky tient bon, les Européens soutiennent Zelensky, donc Trump se rabat sur Zelensky et refuse d'affronter Poutine. Je veux dire, c'est juste, comme je l'ai dit, c'est juste. Pour aggraver les choses, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt,
a également été très impoli avec les journalistes. Un reporter du Huffington Post a demandé où l'événement aurait lieu, qui avait eu l'idée de le tenir à Budapest, parce que, selon eux, il y a là une certaine ironie, étant donné le mémorandum de Budapest, n'est-ce pas? Supposément pour protéger l'Ukraine, et ainsi de suite. Alors quelqu'un a fait remarquer et a demandé « À qui revient l'idée d'avoir choisi cet endroit ?» Je pense que c'est une question légitime. Eh bien, elle a été très impolie. Elle a répondu « C'est l'idée de ta mère. » Pourquoi aurait-elle dit quelque chose comme ça? Elle semblait très en colère aussi. Eh bien, absolument. Surtout puisqu'il n'y a aucun doute sur la personne qui l'a suggéré. C'était Trump. Je pense que les Russes nous l'ont clairement indiqué. Les Russes n'ont jamais été enthousiastes à cette idée. Ils n'ont jamais aimé Budapest, car c'est un endroit difficile d'accès pour Poutine. Il doit traverser le territoire de l'Union européenne et tout cela. Et si l'on revient au compte-rendu russe initial, ils ont dit que c'était Trump qui l'avait proposé. Les Russes ont toujours dit que c'était un lieu possible, mais ils ne se sont jamais vraiment engagés à y tenir le sommet, précisément pour ces raisons. Quoi qu'il en soit, pour revenir à ce qu'a dit le porte-parole, il n'y a jamais eu de doute que c'était Trump qui avait suggéré de tenir la réunion à Budapest. Oui, pourquoi ne peut-il pas simplement répondre à la question au lieu d'être aussi impoli avec la journaliste? On dirait qu'elle l'accuse d'être une personne d'extrême gauche, blabla. Elle a tout un tas de... Je comprends pas. Pourquoi est-il si contrarié? C'est qu'une question, il peut simplement y répondre. Répondez à la question. Encore une fois, c'est une administration sous pression. Je veux dire, l'autre chose que je n'ai probablement pas mentionnée auparavant, c'est que les inquiétudes concernant ce qui se passe sur le marché boursier augmentent, et il doit y avoir des préoccupations à ce sujet aussi. Mais la pression est là, car ils en sont maintenant à un stade où ils doivent réellement commencer à fournir des réponses. Non seulement aux médias et à des gens de ce genre, mais aussi à des personnes comme Xi Jinping, Poutine et d'autres. Et c'est une autre affaire. Ils sont dépassés, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne mènent pas les négociations de manière intelligente. Avec les Russes, et certainement avec les Chinois, ce qu'il faut faire, c'est constituer une équipe de négociateurs expérimentés et professionnels. Vous organisez une série de réunions, de véritables cycles de négociations. Vous avez un négociateur en chef qui possède de l'expérience sur ces questions. Les Chinois auront des négociateurs très expérimentés qui maîtrisent parfaitement chaque détail. Vous cherchez les points d'accord et vous vous appuyez dessus. C'est un processus qui prend peut-être 1 an, voire plus. Comme je l'ai dit, vous maintenez les tarifs et tout le reste entre-temps. Mais si vous abordez la situation de cette manière, vous ferez des progrès et trouverez un accord, espérons-le, un compromis mutuellement acceptable. Ce n'est certainement pas en procédant comme ils ont essayé de le faire jusqu'à présent, c'est-à-dire en tentant essentiellement de tromper, de fanfaronner et de bluffer les Chinois pour les amener à accepter des choses qu'ils ne feront jamais, car cela va à l'encontre de leurs intérêts. Et les Européens ne valent pas beaucoup mieux, honnêtement. Les Néerlandais, je ne comprends pas toute cette histoire de prochaine période. C'est exactement le problème auquel le gouvernement néerlandais est confronté en ce moment. Ils l'ont bien cherché. Je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas rester en dehors de tout ça, non? Donc, le ministre néerlandais de l'économie, Vincent de Carmen, c'est lui qui veut organiser une rencontre avec le ministre chinois du commerce ou de l'économie. Il a dit qu'il restait encore des mesures à prendre pour parvenir à une sorte de solution. Il semble optimiste, mais en réalité, la Chine n'a pas beaucoup réagi. Je pense qu'au début, lorsqu'il a d'abord demandé une rencontre, la Chine n'a même pas répondu immédiatement. Mais ensuite, ils ont demandé à plusieurs reprises une réunion.
Le problème actuel d'Xperia, c'est que la production se fait en Chine. Même si ce ne sont pas des puces haut de gamme, ce sont tout de même des puces dont on a besoin en grande quantité. Je ne savais même pas qu'une voiture ordinaire nécessitait désormais des milliers de puces par véhicule. Il faut donc une entreprise capable de les produire. Xperia fabrique apparemment environ 6 millions de puces par mois pour aider toutes les industries automobiles, toutes les entreprises automobiles en Europe et aux États-Unis. Et maintenant, la Chine a déclaré non. Aucune puce ne peut quitter la Chine. Cela a donc créé de gros problèmes pour l'industrie automobile en Europe et aux États-Unis. Je suppose que les Néerlandais ne s'attendaient tout simplement pas à ce que la Chine réagisse ainsi. Pourquoi ne s'y attendrait-il pas? Et pourquoi ferait-il cela? Tout simplement. Pourquoi perturber quelque chose qui fonctionnait parfaitement bien? Rien de tout cela n'a de sens. D'ailleurs, il y a eu un article dans le Financial Times il y a environ une semaine, en fait avant que Xperia ne soit saisie de la manière dont elle l'a été, ou du moins avant que sa direction ne soit écartée et remplacée par d'autres personnes. Mais cet article faisait exactement ce constat. Si l'on parle des puces vraiment ultra avancées, celles qui nécessitent ces machines de lithographie ultra sophistiquées, elles représentent, vous savez, environ 0,1% du marché mondial des semi-conducteurs, ou quelque chose comme ça. Elles sont nécessaires pour certaines applications très importantes et haut de gamme, mais la grande majorité des puces utilisées sont de gamme moyenne à basse. C'est le cœur de l'industrie des semi-conducteurs. Et la Chine domine ce secteur. Je veux dire, avant longtemps, elle produira probablement plus de 50% de l'approvisionnement mondial de ces puces. Je crois que l'article disait que d'ici le milieu des années 2030, ça pourrait atteindre 60%. La Chine est de loin le plus grand producteur de ces puces. Donc encore une fois, les gens à La Haye, aux Pays-Bas, n'y ont pas pensé. Je veux dire, ils n'ont pas examiné la question. Alors pourquoi le faire? Pourquoi faire cela tout court? Il y a une bonne entreprise qui fait un travail important, utile pour les industries automobiles européennes, qui contribue à maintenir des emplois en Europe. Ils arrivent simplement, changent la direction d'une entreprise, inventent des justifications juridiques entièrement fictives pour expliquer ce qu'ils font, et ensuite ils sont surpris. Puis ils vont en Chine et disent « Nous voulons négocier, nous voulons discuter. De quoi peut-on encore discuter? Vous avez volé ma propriété et je suis censé négocier avec vous. » Ils ont gelé les actions chinoises, ce qui revient à peu près au même que lorsqu'ils ont gelé les avoirs russes. C'est ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas moyen d'y échapper. En tant qu'ancien avocat, considérer la propriété de quelqu'un d'autre comme la sienne est, selon le droit anglais, un vol. Oui, c'est du vol. Traiter la propriété d'autrui comme la sienne. Je pense vraiment que toute cette affaire est raciste. Bien sûr que oui. Absolument que oui. C'est complètement raciste. Nous sommes les Blancs occidentaux supérieurs. Ces gens-là sont les sauvages de l'Extrême-Orient. Nous pouvons leur faire tout ce que nous voulons. Et s'ils reviennent, mon Dieu, cela renverse et bouleverse complètement la loi de la nature. C'est une vision raciste. C'est une vision coloniale. Ce qu'ils essaient de faire, en fait, Nexperia était une entreprise néerlandaise, mais elle était au bord de la faillite. C'est Wingtech qui l'a rachetée. La manière dont Wingtech l'a redressée, c'est grâce au marché chinois. Ils ont construit une production en Chine pour le marché chinois afin d'atteindre l'échelle nécessaire, et une fois cette échelle atteinte, ils peuvent aussi fournir les constructeurs automobiles européens et américains. C'est ainsi qu'ils ont redressé la situation. Je pense vraiment que le gouvernement
néerlandais, bien qu'il soit sous pression des États-Unis, veut aussi la récupérer. Ils veulent profiter du fait que les États-Unis et la Chine sont engagés dans ce conflit. Ils veulent donc s'en emparer de la même manière que TikTok est en train d'être saisi, mais je pense qu'ils voient ce qui se passe avec TikTok, que la Chine ne permettra probablement pas qu'on les force simplement à vendre ou quelque chose du genre. Alors ce qu'ils ont fait, je pense, c'est qu'ils ont prévu de simplement le saisir. Et ensuite, une fois qu'ils l'auraient, il faudrait le vendre à bas prix ou quelque chose comme ça. Ils ne s'attendaient tout simplement pas à ne même pas atteindre ce stade de discussion, parce que la Chine ne voulait même pas parler. Je pense que c'est exactement ça. Bien sûr que non. Pourquoi la Chine parlerait-elle si la production se fait en Chine? Je veux dire, c'est là que se trouve l'activité réelle de l'entreprise. Si vous voulez reproduire cette activité en Europe en installant vos propres usines, alors c'est votre affaire. C'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez y consacrer votre argent. Mais qu'est-ce qui vous en a empêché de toute façon? Pourquoi avez-vous dû voler l'entreprise de quelqu'un d'autre pour faire cela? Mais vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Ils le voulaient pour eux-mêmes. Ils voulaient faire des Pays-Bas un lieu de haute technologie, de haut niveau. Après tout, ils fabriquent les machines de lithographie, comme nous le savons tous. Ils voulaient tout cela. Et bien sûr, les Américains arrivaient et leur soufflaient à l'oreille. Les habitués qui dirigent les affaires de nos jours dans la fonction publique et dans les gouvernements en Europe, comme aux États-Unis, ne comprennent pas la fabrication industrielle. Ils savaient probablement que cette entreprise produit toutes ces puces, mais ils n'avaient pas pleinement réalisé qu'elle les fabrique en Chine. Et laissez-moi ajouter autre chose. Je n'ai en doute que la conception de ces puces est en grande partie chinoise également. Oui, et ce qui est également remarquable, c'est qu'au sein même de l'entreprise, il y a 3 dirigeants, encore une fois racistes. Je ne vois aucune autre raison pour laquelle ils feraient cela, car il s'agit des responsables de l'entreprise, le directeur juridique, le directeur financier et le directeur des opérations. Ce sont eux 3 qui ont envoyé une pétition et demandé à l'entreprise d'agir ainsi. Pourquoi des dirigeants d'entreprise feraient-ils quelque chose comme ça, trahir en somme leur propre société? Et ensuite, dans le processus, quand ils ont fait cela, le gouvernement néerlandais, bien sûr, n'a pas eu la présence d'esprit d'y réfléchir. Ils s'en sont immédiatement emparés. Mais la partie ironique, c'est que cette loi, appelée la loi sur la disponibilité des biens, qu'ils utilisent comme fondement, comme base de leur action, a justement pour but, entre autres, de protéger la chaîne d'approvisionnement. Mais par leur action, ils ont fait exactement le contraire. En ce moment, la chaîne d'approvisionnement est perturbée à cause de ce qu'a fait le gouvernement néerlandais. N'est-ce pas intéressant? C'est tout à fait vrai. C'est très intéressant. C'est exactement vrai. Mais c'est l'histoire de notre époque. C'est exactement la même chose. Eh bien, comme nous en avons déjà discuté, je pense, dans des émissions précédentes, l'Europe traverse un immense processus de désindustrialisation. Et la raison pour laquelle elle fait cela, pourquoi le fait-elle? Parce qu'elle a détruit ses propres chaînes d'approvisionnement. Je veux dire, littéralement, dans le cas de Nord Stream et du gaz et tout cela, mais aussi de bien d'autres manières. Vous savez, c'est ce qui est si frustrant, car ça n'avait absolument pas besoin d'être ainsi. Absolument pas. La Chine comprend parfaitement qu'il est dans son intérêt de développer de bons partenariats industriels. Elle l'a toujours affirmé. Il n'y a jamais eu de problème à ce sujet. Nous aurions pu travailler avec la Chine. Nous aurions pu élaborer un plan avec la Chine sur la manière de ces choses. Et c'était à portée de main.
Et maintenant, la situation devient difficile pour le gouvernement. Que devrait-il faire? D'un côté, les constructeurs automobiles d'Europe et des États-Unis exercent des pressions en disant « Nous avons besoin de ces puces, n'est-ce pas ?» Encore une fois, il s'agit de milliards de puces. On ne peut pas simplement commencer à les fabriquer ailleurs, du jour au lendemain. Et puis, le gouvernement chinois ne s'engage pas activement avec le gouvernement néerlandais. En outre, il est possible qu'une fois qu'ils commenceront à appliquer de véritables contrôles sur les terres rares, ils puissent commencer par ASML. Ce pourrait être le premier à être sanctionné. Alors, que devraient-ils faire? Je veux dire, ils ont créé ce grand désordre et maintenant ils ne savent plus quoi faire. Eh bien, tout à fait. Je veux dire ce qu'ils doivent faire. Nous avons une expression en Grande-Bretagne. Quand on est dans un trou, on arrête de creuser. Ils devraient décrocher le téléphone. Ils devraient dire, peut-être pas à Xi Jinping, mais à quelqu'un en Chine. Écoutez, cela est allé aussi loin que possible. Nous comprenons que cela ne fonctionne pas pour nous. Pouvons-nous nous rencontrer? Pouvons-nous parler? Pouvons-nous trouver une issue? Mais bien sûr, innan Reims, le pernim tuis ingemeth. Ouais. Je veux dire, c'est bien ça le problème. Si vous volez une entreprise, je le répète, c'est du vol. En ce qui me concerne, c'est un vol pur et simple. S'emparer des biens de l'entreprise, renvoyer ses dirigeants, la traiter comme une société que vous contrôlez, c'est au minimum une tentative de vol de l'entreprise. Quand les gens se comportent ainsi, les autres, ceux qui sont de l'autre côté, ne peuvent pas leur faire confiance. Je veux dire, cela devrait être évident et clair. Et ce n'est pas comme si c'était un cas isolé. Nous avons eu TikTok avant, nous avons eu Huawei avant, nous avons vu toutes ces choses se produire les unes après les autres. Et cela s'accumule, cela finit par peser. Oui, et c'est pour ça que le sentiment parmi les internautes chinois est vraiment en colère contre le gouvernement néerlandais. Ils sont fous, comment peut-on faire une chose pareille? Donc le gouvernement chinois ne va rien céder. Ce qu'ils font maintenant, c'est rendre la partie chinoise de l'entreprise essentiellement indépendante de la partie néerlandaise. Ils vont peut-être récupérer certains clients une fois que tout sera terminé. Il reste encore quelques questions juridiques à régler, je suppose, mais ils veulent aller au bout. Une fois que ce sera fait, ils pourront attirer tous les clients, et ces clients ont besoin de ces puces. Soyons très clairs là-dessus, d'accord? Ils pourraient simplement rendre la partie néerlandaise totalement insignifiante. Donc, tout ce qu'ils pensaient avoir saisi finirait par ne plus rien valoir du tout. Ce qu'ils feront. D'ailleurs, je veux dire, vous savez, cela arrive tout le temps. Je m'intéresse beaucoup aux questions d'aviation, car l'un de mes meilleurs amis, décédé il y a de nombreuses années, était avocat spécialisé dans l'aéronautique. Donc je lisais un article sur le nouvel avion chinois et ses moteurs, ainsi que sur les tentatives des Américains pour, en gros, empêcher le développement de ces moteurs. C'est juste... Oui, ils vont continuer d'essayer. Et oui, ça va rester comme ça. Je sais pas. Je veux dire, les petits pays devraient rester en dehors quand les grands pays sont en désaccord ou en conflit. Je me dis simplement que c'est du bon sens. Deux grands types se battent et moi je suis la petite personne, je veux rester aussi loin d'eux que possible. Pourquoi est-ce que je m'y lance? Vous savez, enfin, eh bien, vous posez une très très bonne question. Parce que, je veux dire, autrefois, c'est exactement ce qui se serait passé. Je veux dire, le gouvernement néerlandais, dont je me souviens, parce que j'allais souvent aux Pays-Bas quand j'étais jeune. Et à cette époque-là, si quelqu'un était venu dire aux Néerlandais, eh bien, écoutez, vous allez cesser vos liens économiques avec la Chine, ou autre, ils auraient répondu, allez-vous-en, cela ne vous regarde pas, c'est notre affaire, ce sont nos emplois, ce sont nos entreprises,
nous n'avons aucun différend avec la Chine. Vous avez un différend avec la Chine? Alors réglez-le avec la Chine. Cela ne nous concerne pas. Nous avons une économie très bonne et prospère, une relation fructueuse avec un pays qui commerce et fait des affaires. Qu'est-il arrivé à l'Europe pour que nous ne fassions plus cela? Je ne comprends vraiment pas. C'est ce changement extraordinaire qui s'est produit en Europe au cours des 20 ou 30 dernières années, où nous subordonnons tout à ce que veulent les Américains. Et cela ne profite même pas aux Américains, au bout du compte, car comme vous l'avez justement dit, leurs constructeurs automobiles ont besoin de ces avions. Le ministre des Finances, Vincent Carman, l'un de ses arguments était qu'il devait expliquer à la Chine que cela ne se faisait pas sous la pression des États-Unis. Eh bien, si c'est le cas, si les États-Unis ne vous mettent pas la pression, alors vous prenez cette décision de votre propre initiative. En quoi est-ce mieux? Pourquoi? Je veux dire, regardez l'économie chinoise. Qu'il y ait ou non une pression des États-Unis, ce n'est pas une bonne chose. Il ne semble pas comprendre cela. Il dit quelque chose comme « Oui, cela n'a rien à voir avec les États-Unis. Vous avez un problème avec les États-Unis. » J'imagine que c'est ce qu'il essaie de dire. Laissez-nous en dehors de ça. Mais c'est vous qui vous êtes lancé là-dedans. Personne ne vous a demandé de le faire. Non, non. Eh bien, je veux dire, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas le justifier. Pour moi, c'est tellement indigne et tellement manifestement faux, surtout pour un petit pays comme les Pays-Bas qui dépendent du commerce, qui reposent fortement sur les exportations également. On pourrait penser qu'ils voudraient maintenir les meilleures relations possibles avec leurs principaux partenaires commerciaux. Et étant donné que les Pays-Bas exportent des machines-outils, des équipements de haute technologie et toutes ces choses-là, on pourrait penser qu'ils voudraient particulièrement garder des relations équilibrées avec la Chine. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi ils ne le voient pas. Mais il y a une sorte de folie. Et je sais, c'est là que je pense que les gens en Chine ne le comprennent pas tout à fait. Parce que bien souvent, le problème avec les Chinois, c'est qu'ils sont des gens très rationnels et pragmatiques. Une folie balaie l'Europe, et il est très très difficile de l'expliquer. Les Russes en ont fait des frais depuis 20 ans, et maintenant malheureusement cela s'est étendu à nos relations avec la Chine aussi. En réalité c'est facile à expliquer, car ce qui s'est passé, c'est que nous, les grands Européens civilisés, réalisons soudainement que les peuples d'Asie peuvent fabriquer de meilleures voitures, de meilleures puces, de meilleures choses que nous, non, ou du moins aussi bonnes que les nôtres. Et cela, d'une certaine manière, comme je l'ai dit, viole notre propre idée de ce que devrait être l'ordre naturel. Alors, vous savez, quand nous arrivons en Chine et que nous essayons de faire la leçon aux Chinois, comme nous le faisons toujours, comme nous aimons tant le faire, les Chinois, rien simplement, parce que franchement, pourquoi ne le feraient-ils pas, compte tenu des réalités, des véritables changements qui se produisent dans le monde. Et c'est quelque chose que nous trouvons impossible à accepter. Cela nous rend fous. Oui, et nous en avons souvent parlé, ne rien faire, ne rien dire, c'est souvent une bonne option, non? Pourquoi as-tu l'impression qu'il faut toujours faire quelque chose? Comme... C'est tellement chinois, c'est tellement chinois. N'y a-t-il pas même un proverbe taoïste à ce sujet? Quelque chose à propos de la non-action. Mais c'est profondément vrai. Je peux vous dire, en tant qu'ancien avocat, que ce que vous ne dites pas ne vous attire jamais d'ennui. Ce que vous dites et faites en revanche, le faites souvent. Oui. Et puis dans les livres d'histoire chinois, lorsqu'ils commentent un certain Wang Di, si l'on dit que ce Wang Di n'a pas fait grand-chose, ce n'est pas considéré comme négatif.
Cela signifie qu'il a maintenu le pays en fonctionnement sans incident. C'est ce que cela veut dire, paisible, stable. Mais on dirait qu'ils doivent toujours intervenir partout, convaincus que dès qu'il y a un problème, même le plus petit, ils doivent faire quelque chose, dire quelque chose, et empirer la situation. Je pense qu'ils le font toujours. Absolument, c'est toujours le cas. Bon, le Moyen-Orient, Vince Kushner et les Vikov, maintenant au Moyen-Orient, que font-ils? Quel est le but de leur voyage? Je ne comprends pas très bien. Non, je ne pense pas que qui que ce soit le fasse. Le problème, c'est qu'ils ont proposé ce cessez-le-feu à Gaza, qui est déjà en train de se fissurer, exactement comme nous l'avions prévu. Donc je veux dire, je pense qu'ils essayent de le maintenir avec du ruban adhésif, pour ainsi dire. Et bien sûr, l'autre chose qu'ils doivent faire, c'est de garder Trump constamment satisfait en lui offrant de grands nouveaux triomphes diplomatiques. Alors, ils cherchent le prochain. Mais je ne pense pas qu'ils aient un véritable plan ni une idée claire de ce qu'il faut faire. Et quoi qu'ils fassent, cela n'améliorera rien de manière significative, car ils n'apportent encore une fois rien de nouveau à la table. D'accord. Ils veulent juste donner l'impression que l'accord de paix tient toujours. Mais d'accord. Oui? L'Iran, la Russie et la Chine ont également envoyé une lettre à l'ONU déclarant que l'accord nucléaire avec Téhéran avait été résilié. Ce qu'ils disent donc, c'est que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, les soi-disant E3, essaient d'activer un mécanisme de rétablissement automatique pour réimposer les sanctions de l'ONU contre l'Iran. Et ce que la Chine, la Russie et l'Iran ont répondu, c'est « pas si vite, nous ne ferons pas cela ». Est-ce bien de cela qu'il s'agit? C'est exactement ce qu'ils disent. Je veux dire, les États-Unis se retirent du JCPOA, affirment que c'est un mauvais accord et ne veulent plus rien avoir à faire avec lui. Et ensuite, en même temps, ils insistent pour que l'Iran respecte le JCPOA. L'Iran le respecte. Il n'y a aucune preuve que l'Iran ait violé l'accord, du moins jusqu'à très récemment. Puis Israël et les États-Unis attaquent l'Iran. Et après cela, souvenez-vous, ils ont attaqué l'Iran. Ils ont visé des installations nucléaires civiles placées sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Je veux dire, ils sont en violation flagrante des dispositions du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, d'ailleurs, ainsi que du droit international. Un fait que, pour autant que je sache, personne en Occident ne relève. Alors ils arrivent et déclarent que les sanctions de rétablissement automatique doivent être remises en vigueur. Ils ne donnent vraiment aucune explication. Ils se réfèrent à des événements qui ont eu lieu il y a plus de 20 ans et au fait qu'après cette attaque contre les installations de l'AIEA, l'Iran n'est pas satisfait de l'AIEA, ce qui n'a rien d'étonnant. Ils ne cherchent pas à reconstruire la confiance entre l'AIEA et l'Iran, ni entre l'Occident et l'Iran. Et donc, ils décident de leur propre chef d'imposer des sanctions de rétablissement automatique parce que l'Iran violerait soi-disant un traité, le JCPOA, dont les États-Unis se sont retirés. Franchement, on croirait à peine que c'est possible. C'est tellement égoïste, tellement absurde. Des pays rationnels comme la Chine et la Russie, mais aussi, je le soupçonne, discrètement beaucoup d'autres, disent « Eh bien, si vous voulez à nouveau vous comporter comme un enfant gâté, ne comptez pas sur nous. » Je veux dire, l'Iran est un grand pays. Il a le droit d'exister, de commercer et de laisser son peuple vivre sa vie. Et nous n'allons pas lui imposer de sanctions parce que vous vous comportez de manière aussi étrange. Voilà ce qui va se passer. Je pense que ça signifie que la Chine et la Russie continueront à commercer avec l'Iran. Et dans le cas de la Russie, ils fourniront probablement des armes à l'Iran, dont celui-ci a absolument besoin, car il doit désormais toujours craindre que depuis qu'il a été attaqué en juin, il puisse l'être à nouveau.
Et je pense qu'il y a une autre raison, c'est parce que les États-Unis ont toujours utilisé les sanctions contre l'Iran comme prétexte pour sanctionner les entreprises chinoises. Toute entreprise ayant la moindre relation avec l'Iran, ils sanctionnent l'entreprise chinoise. Oui, donc je pense qu'ils essayent de retirer ce prétexte. Nous ne sanctionnons pas l'Iran. Donc oui, eh bien c'est tout à fait vrai en fait. C'est un bon point. Que se passe-t-il avec le prince Andrew? On voit bien que ce scandale couvait depuis un moment, puis il s'est un peu calmé, et maintenant, il semble avoir explosé de nouveau. Oui, cela a explosé. Ça a pris une ampleur incroyable. Et je pense que l'une des principales différences, c'est que la reine, notre ancienne reine, est morte. Il y a quoi? 2 ou 3 ans. Elle était la grande protectrice d'Andrew. Et puis il y a quelques mois, très tragiquement, Virginia Giuffre est morte. Probablement un suicide, du moins c'est ce qu'on dit. Et maintenant son livre va sortir. Je ne pense pas que quiconque en Grande-Bretagne croit aux dénégations du prince Andrew. Cela couvait sous la surface ici depuis très très longtemps. Mais je crois que les gens en ont simplement assez. Le fait qu'Andrew lui-même n'ait jamais vraiment montré le moindre signe de contrition, n'ait jamais vraiment présenté d'excuses, n'ait jamais fourni la moindre explication cohérente de ce qu'il a fait. Je pense que les gens en ont simplement assez. Et par-dessus tout, il faut toujours se rappeler qu'en Grande-Bretagne, c'est encore une fois quelque chose de difficile à comprendre, peut-être pour les gens en Chine. Je dis cela bien, que la Chine soit un pays où Marx est pris au sérieux. Mais la Grande-Bretagne, plus que la plupart des autres endroits, est un pays où la classe sociale compte. Et il existe un antagonisme de classe. Il est toujours présent. Et encore une fois, cela est maintenant remonté à la surface. Il y a beaucoup de colère en Angleterre, notamment à propos du fait qu'il y a eu ce qu'on appelle des gangs de prédation, de nombreuses agressions contre de jeunes femmes, du trafic sexuel de jeunes femmes. Et il y a eu le sentiment que l'establishment a dissimulé cela pour toutes sortes de mauvaises raisons. Et ici, vous avez un membre du plus haut niveau, le plus privilégié de l'establishment, qui a personnellement participé à ce trafic sexuel ou en a profité. On peut voir que cette colère est elle aussi remontée à la surface. Et nous en avons parlé, tu sais, parfois, ne rien dire, ne rien faire, c'est en fait une bonne option. Je pense qu'un des problèmes qu'il a, c'est que il a donné cette interview. Non, il a affirmé avoir cessé de contacter Epstein en 2010, mais ensuite des emails ont révélé que, en 2011, il lui écrivait encore, disant même des choses comme « Nous sommes dans le même bateau » et d'autres du genre. Je pense que c'est aussi en partie ce qu'il a mis dans cette situation, non? Eh bien oui, absolument. Je veux dire, parce qu'il a démontré qu'il avait menti à ce sujet, et qu'il avait menti sur sa relation avec Epstein. Et bien sûr, s'il ment sur ces choses-là, il ment probablement sur beaucoup d'autres aussi. Donc tout cela s'est bien recoupé. Mais il n'a jamais montré le moindre signe qu'il comprenne ou accepte qu'il ait lui-même fait quelque chose de vraiment mal. Il a constamment donné l'impression que toutes les critiques étaient d'une manière ou d'une autre injustifiées. Et il y a maintenant des rapports selon lesquels il aurait tenté d'utiliser des contacts dans les médias et même dans les services de renseignement, ou du moins avec des agences de détectives privées, pour essayer de discréditer Giuffre. Et cela n'a pas bien été perçu non plus. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a fait une déclaration, je ne la comprends pas très bien. Il est toujours membre de la royauté, non? Il a toujours son titre, mais il ne va pas l'utiliser en public. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, je veux dire, c'est tout ce que cela signifie. Il reste le prince Andrew, son Altesse royale, le prince Andrew, duc d'York.
Mais il va continuer à s'appeler Prince Andrew, simplement plus Son Altesse Royale, ni Duc d'York. Rien n'a vraiment changé. C'est la même personne qu'avant, vivant toujours dans cette immense maison. Rien dans sa vie n'a changé de manière concrète, sauf qu'il ne peut plus se donner les titres qu'il utilisait auparavant. Je veux dire, c'est compliqué. D'accord. En général, je trouve que cette affaire Epstein touche davantage la haute société britannique que les États-Unis. Oui, c'est ça. Mandelson, on en a parlé la dernière fois, tu avais mentionné que Mandelson était ambassadeur aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Il a démissionné, ou je suppose qu'il a été renvoyé à cause de son lien avec Epstein également. Alors pourquoi est-ce le cas? En Grande-Bretagne, certaines personnes ont été touchées. Aux États-Unis, personne. Je ne vois aucun politicien ni aucune personnalité importante être concernée. Il y a une dimension britannique très étrange dans cette histoire. Nous avons le prince Andrew, nous avons Peter Mandelson, et souvenez-vous de Ghislaine Maxwell, qui est elle aussi britannique. Il y a donc une très forte dimension britannique dans tout cela. Maintenant, vous avez tout à fait raison. Les membres britanniques de l'élite ont été touchés par cette affaire. Et il semble, pour le moment, que ce soit un scandale plus important au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Pourquoi exactement, je ne sais pas. On peut dire très simplement qu'en Amérique, on a davantage fait pour protéger certaines personnes, et que cela a été fait avec plus de succès qu'au Royaume-Uni. Et il y a des dimensions particulières à cela en Grande-Bretagne. Je ne pense pas, comme je l'ai dit, qu'il existe le même type d'antagonisme de classe en Amérique. Les Américains n'ont pas d'aristocratie comme vous en avez une en Grande-Bretagne. Donc je pense que cela joue probablement un certain rôle. Mais comme pour tant d'autres aspects de l'affaire Epstein, on se retrouve avec plus de questions que de réponses. Pourquoi les gens en Grande-Bretagne ont été exposés d'une manière dont les gens en Amérique ne l'ont pas été. Comme je l'ai dit, facile à expliquer. Et aussi, je trouve ça ironique, non? Virginia Giuffre, je ne pense pas qu'elle se soit suicidée. D'accord? Donc peu importe qui était derrière tout ça. Je sais, la plupart des gens non plus. Ouais. La plupart des gens que je connais et qui étaient au courant ne le pensent pas non plus. Mais même, disons si elle s'était suicidée, je pense que cela a probablement beaucoup à voir avec ce qu'elle a vécu, les crimes odieux que des gens ont commis contre elle. Je pense que, dans tous les cas, quoi que l'on dise, les gens devraient assumer la responsabilité de sa mort. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et pour être juste, cela est reconnu en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, je pense que plus qu'aux États-Unis, la perception dominante d'elle est celle d'une victime. Quelqu'un qui a subi des abus horribles, qui en a été marqué à vie et dont le comportement parfois inhabituel était le produit de ces abus. Cela a donc été plus largement reconnu et discuté en Grande-Bretagne que je pense cela ne l'a été aux États-Unis. Et encore une fois, il est intéressant de se demander pourquoi il en est ainsi. Oui, et je pense que quiconque essayait de la faire taire, si elle a été assassinée par quelqu'un, essayait clairement de la réduire au silence. Mais depuis sa tombe, à travers son livre, elle parle de nouveau. N'est-ce pas ironique? Je trouve que oui, c'est très ironique. Et d'ailleurs, je pense que le fait que ce livre soit sorti va à l'encontre de la théorie du suicide. Ouais. Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui, vraisemblablement, attend avec impatience la publication de son livre, quelqu'un qui prévoit de se suicider. Je ne dis pas que c'est impossible. Cela ne semble simplement pas tout à fait probable. Oui, si elle était en vie. Enfin, en réalité, elle n'y était pas autorisée. Je crois qu'il y avait une sorte d'accord qui l'empêchait vraiment de parler de son affaire.
Et maintenant, tu sais, grâce à sa mort, ce livre peut être publié. C'est très intéressant. Oui, j'ai beaucoup de respect pour elle. Je pense qu'elle s'est très bien battue. Oui, moi aussi. Et ma femme aussi d'ailleurs. Nous parlons beaucoup d'elle. Et vous savez, je parlais des scandales d'exploitation au Royaume-Uni, qui sont un très très gros sujet ici. Je veux dire, un sujet majeur dont l'establishment ne veut pas parler. Il y a une enquête publique en cours à ce sujet, et elle est en train de s'effondrer. Elle est délibérément sabotée. C'est en tout cas mon opinion. Mais toute cette question des hommes prédateurs qui abusent de jeunes femmes, en fait, qui abusent des femmes, mais surtout des jeunes femmes, et parfois de très jeunes filles, des enfants, est quelque chose qui nous a profondément bouleversés tous les deux. Et comme je l'ai dit, c'est un sujet dont nous parlons régulièrement ensemble. Nous avons beaucoup parlé de Geoffrey et de son immense courage, et nous avons tous deux très mal pris certaines choses qui ont été dites à son sujet. Oui, et puis certaines des... Les gens ont déjà lu le livre et ils sont bouleversés. C'est horrible ce qui lui est arrivé. C'est tout simplement affreux. Absolument, absolument, Ouais, absolument. tellement malade. Je veux dire, ces hommes sont malades. Eh bien, en tant qu'homme moi-même, absolument, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, c'est quelque chose qu'aucun être humain, sain, normal et éthique ne peut même imaginer faire. Il y a ici un degré de dépravation qui est stupéfiant. Nous en parlions justement hier soir, ma femme et moi, et Catherine m'a fait remarquer que apparemment, la seule personne qui ait rencontré Epstein, vu ce qui se passait, et dit « c'est absolument mal et inacceptable », c'était Melinda Gates. Apparemment, elle est partie furieuse et n'a plus voulu avoir affaire à tout cela. Et je dois dire que cela a beaucoup augmenté mon respect pour elle. Je ne savais pas cela à son sujet. Oui, elle l'a mentionné dans l'interview. Dans l'une des interviews, elle a dit qu'elle avait rencontré Epstein et qu'elle avait fait des cauchemars ensuite. Un individu absolument horrible, à tout point de vue, je suppose. C'était très clair. Je veux dire, Epstein ne semblait même pas essayer de cacher qu'il était une personne abominable. Je veux dire, c'est ce qu'il y a d'extraordinairement terrible dans toute l'affaire Epstein. Il était absolument effronté, complètement ouvert sur ce qu'il faisait. Il n'y avait aucune tentative de le dissimuler. Il le faisait dans son manoir à New York, et tout était organisé, en gros, pour faciliter ses dépravations. Quiconque lui rendait visite pouvait le constater. Et c'était la même chose sur son île et dans ce gigantesque ranch qu'il possédait. C'était manifestement des lieux de torture qu'il exploitait pour son propre plaisir. Et je pense que les gens sont en colère à ce sujet. Je crois vraiment que cela a beaucoup nui à Trump parce que les gens sont tellement en colère. Ces gens-là, nous savons qui ils sont. Je veux dire, il y a déjà beaucoup d'informations disponibles, non? Et pourtant, il a tout nié. Et ensuite, ces gens s'en sortent librement, sans aucune conséquence. Je veux dire, c'est « oh oui, ça l'est ». C'est terrible, c'est terrible. Cela ne nous dit-il pas, ou ne répond-il pas à la question, pourquoi le gouvernement occidental est ce qu'il est? C'est parce qu'il n'y a aucune responsabilité. Tout à fait, exactement. Vous savez, je suis désolé de le dire, je ne devrais pas en parler tout le temps. Mais encore une fois, je veux dire, vous lisez le Financial Times, je crois que c'était le Financial Times, et je lisais un article sur des généraux chinois qui avaient été limogés pour corruption, lutte de pouvoir, Xi Jinping en crise et tout le reste. Pourquoi ne pas simplement se dire, eh bien, peut-être que ce sont des généraux chinois qui ont été pris en flagrant délit de corruption, et c'est pour cela qu'ils ont été limogés. Mais non, nous ne pouvons pas envisager cela, parce que rien de tel n'arrive jamais ici.
because nothing like that ever happens here. Nobody gets sacked for corruption. Personne n'est renvoyé pour corruption. Personne n'est poursuivi pour corruption. Je veux dire, Epstein, il faisait tout ça depuis des décennies. Personne ne s'en souciait. Donc il existe un niveau incroyable d'impunité et d'indifférence face à ce genre de choses. Et bien sûr, c'est très révélateur d'un système institutionnel occidental qui n'est plus responsable, qui ne se soucie plus de rien, qui est entièrement tourné vers ses propres intérêts, complètement égoïste, devenu profondément corrompu et dépravé, et qui gouverne mal l'Occident exactement comme on pouvait s'y attendre. Le gouvernement américain a saisi 15 milliards en crypto-monnaies appartenant à une entreprise cambodgienne appelée le Prince Group, et il poursuit un ressortissant chinois, Chen Ji, pour blanchiment d'argent, fraude, conspiration. Ce genre de choses. Cette affaire a également attiré beaucoup d'attention en Chine. Pas tellement parce qu'il est chinois, ce n'est clairement pas un type bien. Donc, personne ne voit de problème à ce niveau-là. Mais cela met en lumière le fait qu'on pensait autrefois que la crypto était sûre, que le gouvernement ne pouvait pas facilement la saisir, n'est-ce pas? Qu'en l'absence du numéro de portefeuille ou d'une information similaire, personne ne pouvait y accéder. De toute évidence, le gouvernement peut très facilement saisir 15 milliards. Donc, toute cette idée selon laquelle la crypto serait décentralisée et sûre, ce n'est pas vrai. Eh bien, rien de ce qui concerne la crypto n'est vrai, pour autant que je sache. Je veux dire, tu te souviens quand elle est apparue pour la première fois, quand le Bitcoin est sorti il y a toutes ces années, et que c'était censé être la monnaie alternative que nous allions tous utiliser. Cela ne s'est jamais produit. C'est maintenant juste un véhicule d'investissement, autant que je puisse en juger, sauf que je ne suis pas sûr de savoir dans quoi on investit. Et je dois dire que je ne sais même pas si c'est vrai. Mais ce que j'ai entendu, et ce n'est qu'une rumeur que je répète, c'est que le Bitcoin aurait été créé à l'origine par une agence de renseignement occidentale afin de payer des gens et de transférer des fonds d'une manière que des gouvernements comme le gouvernement chinois ne pourraient pas détecter. C'est ce que l'on dit, apparemment. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai, mais je n'ai jamais cru, pas une seule seconde, que cette chose échappait réellement au contrôle des gouvernements. J'ai toujours soupçonné que les gouvernements avaient probablement joué un rôle dans sa création. Traitez-moi de méfiant si vous voulez. Et s'ils en avaient besoin, ils mettraient la main dessus. Oui, et cet exemple justement montre exactement de quoi il s'agit. Bon, la dernière chose, Alpha Arena teste l'IA en confiant à 6 modèles la tâche de faire du trading de crypto. Et qui a obtenu les meilleurs résultats? DeepSeek. DeepSeek de manière constante. Ils ont donné à chaque modèle pour 10 000 $ de crypto au départ, puis ont simplement suivi leurs transactions. Sur les 6, DeepSeek est arrivé en tête. Les modèles de Grok et d'Anthropic étaient plutôt en deuxième position. Et les pires, Gemini et ChatGPT. Intéressant, non? Eh bien, c'est très très intéressant. Cela me surprend pas du tout, d'ailleurs. Absolument pas. Je veux dire, c'est un exemple de choses faites simplement parce que il semble que, enfin, les Américains ont créé cette structure énorme, élaborée, trop compliquée. Alors que les Chinois, comme nous le savons, l'ont fait très rapidement. Très rapidement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais apparemment, je n'ai pas tous les détails. Un ami à moi m'a dit qu'une sorte de piratage avait eu lieu et qu'ils ont obtenu toutes sortes d'informations sur la manière dont la Chine fait les choses. Et cela a apparemment été une révélation pour beaucoup de gens, parce que, vous savez, pour construire un pont, par exemple, les Chinois discutent. Vous savez, nous avons besoin de... Combien de béton avons-nous besoin?
Chinese discuss, we need how much concrete do we need, how many steel piles, what the engineers are, how it's to be done. Combien de pieux en acier? Whereas in the West, Ce que font les ingénieurs? Comment ça doit être fait? Tout ce genre de choses. Alors qu'en Occident, il s'agit toujours, vous savez, de stratégie marketing, de structures idéologiques, de la manière dont cela devrait être fait par le libre marché. Ça devrait-il être fait par l'industrie? Comment cela devrait-il être fait? Eh bien, les Chinois le font simplement. Et nous perdons tout ce temps à réfléchir à, si vous voulez, le cadre idéologique de la réalisation de quelque chose. Et je pense que cela touche directement à la question de l'IA. La Chine agit de manière très simple, très pragmatique, très directe. Nous passons un temps démesuré à trop y réfléchir. Parce que, en fin de compte, malgré le fait que la Chine soit un pays socialiste, nous sommes bien plus idéologiques qu'elle. Nous ne sommes pas pragmatiques comme la Chine l'est. Nous ne faisons pas simplement les choses. Nous devons les faire de la manière idéologiquement correcte. Et ils ont aussi cette mentalité de vouloir gagner de l'argent rapidement. Je pense que cela en fait aussi partie. Mais l'un finit par être lié à l'autre, car notre idéologie consiste toujours à gagner de l'argent. L'idéologie de la Chine consiste à créer des infrastructures, construire des ponts, faire ce genre de choses, réaliser des choses concrètes. Nous, notre idéologie consiste toujours, en fin de compte, à devenir très très riches. C'est la différence fondamentale. Et en particulier, dans le domaine de l'IA, ils veulent empêcher les gens d'y entrer. C'est pourquoi ils insistent toujours sur le fait que cela nécessite un gros investissement. Vous savez, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Les puces sont extrêmement chères et ils embauchent des personnes avec une rémunération très élevée et tout ce genre de choses pour écarter la concurrence. Je ne pense pas que ce soit bien non plus. En Chine, c'est très compétitif. L'IA, comme directeur. Tu as tout à fait raison. Absolument, entièrement raison. Je trouve ça intéressant. Il y a eu beaucoup de discussions en ligne du genre comment puis-je suivre DeepSeek pour faire du trading parce qu'ils obtiennent de meilleurs résultats, environ 30% au-dessus de la moyenne du marché. Eh bien voilà, cela ne me surprend pas du tout. Comme je l'ai dit, je m'y attendais en fait. Je vais te dire autre chose. La Chine a de meilleurs mathématiciens. C'est vrai. C'est vrai, je le sais. À Cambridge, qui est le principal centre pour les mathématiques, les meilleurs étudiants qu'ils ont sont chinois. Ils n'ont pas pu trouver quelqu'un d'assez bon pour leur enseigner au Royaume-Uni, alors ils ont dû faire venir des mathématiciens de Russie pour le faire. C'est vrai. Oui, les Russes sont bons. Les Russes sont très bons. Les Ukrainiens sont plutôt bons aussi, d'après ce que je comprends. Je sais, de l'Union soviétique. Le problème avec les Russes, apparemment, c'est qu'ils étaient absolument incapables d'enseigner aux étudiants de première année, les Britanniques de première année, parce qu'ils trouvaient que le niveau des étudiants en sciences arrivant dans les universités britanniques depuis le lycée était tellement en retard par rapport à ceux dont ils avaient l'habitude en Russie qu'ils ne savaient tout simplement pas comment se mettre à ce niveau. Mais maintenant, voyez-vous, la façon dont ils s'y prennent, c'est qu'ils recrutent ces étudiants venus de Chine. Et eux sont à ce niveau-là. La Chine a les mathématiciens et elle a les ressources. Donc elle peut tout à fait, et bientôt, elle aura les meilleures puces. Je veux dire, vous savez, les machines de lithographie à ultraviolet extrême, ou peu importe comment on les appelle. Exactement. Les Chinois les construiront et ils en construiront de meilleurs. Et ils atteindront la prochaine étape de la technologie, ce qui va au-delà des machines de lithographie. Je sais que cela a déjà été évoqué, je ne vais pas prétendre que je comprends tout, mais je suis sûr qu'ils y parviendront aussi. D'ici 5 ans,
il ne faudra pas beaucoup plus de temps avant que la Chine ne soit bien en avance sur nous dans toutes ses applications. Car la Chine dispose des ressources, des personnes, des idées, des infrastructures. Oh, non seulement des infrastructures techniques, mais de tout l'écosystème, la concurrence, les universités, les méthodes de travail. Et bien sûr, comme vous l'avez justement dit, elle possède les chaînes d'approvisionnement. La Chine est au seuil de très grandes réalisations. Et ce n'est pas quelque chose dont les Chinois devraient être inconscients. Je pense qu'ils devraient le comprendre aussi. La Chine se trouve à peu près là où se trouvaient les États-Unis vers 1910 ou 1920, au moment où ils s'apprêtaient à connaître une formidable ascension. Oui. Et en attendant, la raison pour laquelle le gouvernement néerlandais est si stupide, c'est que si la Chine cessait de fournir des terres rares à ASML, cela paralyserait ASML et donnerait à la Chine le temps de fabriquer ses propres machines de lithographie et de rattraper son retard. Il n'y a aucune raison pour que la Chine ne puisse pas simplement faire cela, non? Mais maintenant, la Chine a une raison. Très bien, je ne vous donne plus les terres rares. S'arrête. À quel point est-ce stupide, c'est incroyable. Absolument. Absolument. Je veux dire, vous savez, pour revenir à l'aéronautique, les Chinois fabriquent désormais des moteurs d'avion, les Russes fabriquent des moteurs d'avion. Le fait est que dans 10 ans, les meilleures compagnies aériennes, les meilleurs avions seront fabriqués en Chine et peut-être en Russie. Ils ne seront plus fabriqués en Occident. La Chine prendra de l'avance dans la fuséologie. Les Russes sont d'excellents ingénieurs. D'ailleurs, de très bons ingénieurs en fusée. Et ils ont une industrie chimique très avancée. Ils travailleront avec les Chinois. Et comme je l'ai dit, nous en sommes là. Et oui, la croissance n'a été que de 4,8% au dernier trimestre, ou quelque chose de ce genre, ce qui est absolument ridicule. Mais ce que fait la Chine, c'est reprendre son souffle avant le prochain élan. Si vous avez étudié l'histoire aussi longtemps que moi, et l'histoire économique aussi longtemps que moi, vous pouvez voir que c'est le cas. Alors, parlons-en la semaine prochaine. Merci beaucoup.